D'abord, je commence par remercier de cette opportunité qu'on m'offre le groupe Géopolis pour cette interview. Moi, c'est M. Florent Moucha, je suis économiste de formation. Je dirige le collectif des économistes du Congo qui me permet aujourd'hui d'intervenir pratiquement sur tous les aspects liés au secteur minier. J'ai dirigé pendant presque 10 ans le cadre de dialogue sur l'investissement durable au Katanga, IDAC. Et j'étais président de la plateforme des organisations de la société civile œuvrant dans le secteur de mines-pommes, président du conseil d'administration. Et je suis un membre actif de l'ITIE, comité local. Donc en gros, c'est ça un peu qu'on peut dire de moi. J'ai d'autres casquettes en tant qu'expert auprès du secteur minier en résultant ou parlant de la responsabilité sociétale des entreprises. Les thématiques qui préoccupent la société civile en général, c'est d'abord la gouvernance, la question de l'implication. Aujourd'hui, avec le nouveau code minier, on a multiplié les intervenants directs avec les opérateurs miniers, qui fait que le niveau national a un mot à dire, le niveau provincial a un mot à dire, les ETD ont un mot à dire. Et cette multiplication, non seulement au niveau de la hiérarchisation du pouvoir, il y a aussi la multiplication des interventions des secteurs autres que le secteur de mine. Donc aujourd'hui on a des problématiques de coordination avec le ministère des Affaires sociales, on a des problèmes avec l'industrie, on a des problèmes avec le ministère de l'économie, on a des problèmes avec le ministère des Finances. Donc vous voyez que le secteur minier aujourd'hui, qui est un secteur de prospérité bien sûr pour notre pays, connaît cette recherche de cohésion, d'intervention, parce que le code minier de 2002 jusqu'en 2018 faisait en sorte que le seul interlocuteur en tout, c'était le ministère de Mines. Aujourd'hui, on a multiplié. Aujourd'hui, on a permis à ce que le secteur de mines paye directement aux communautés locales, intervienne directement aux communautés locales. De tout le temps, c'était que par vie à Kinshasa, maintenant, ça intervient. Et que un chef de village peut s'élever pour dire que non, je ne suis pas content, arrêtez vos activités. La province peut se dire, bon, tu ne réalises pas certains objets sociaux, de tels qui étaient convenus, on suspend votre permis d'exportation. Au niveau national, on peut se dire, bon voilà, tu n'as pas payé ceci ou tu n'as pas respecté ceci, comme aujourd'hui avec le cadastre minier par exemple, ou que tu n'as pas payé certains droits, on suspend ton permis d'exploitation. Il y a aujourd'hui la mise en valeur de la licence sociale par exemple, la licence environnementale. Et il y a le conflit aujourd'hui entre l'agence congolaise de l'environnement et les DPM, donc la direction de protection de l'environnement minier, sur qui a le leadership pour être sur le secteur minier. Donc voilà en fait les problématiques autour desquelles tournent. Mais le fondamental qui est là-bas, c'est aujourd'hui la problématique du contenu local du secteur de mine. Quand on parle de contenu local, quand vous lisez très bien les révisions du code minier de 2018, on parle du fait que les personnes physiques des nationalités congolaises peuvent prendre des parts. C'est-à-dire, on veut faire du Congolais un investisseur. Avec l'ASP, l'autorité de régulation du secteur privé, donc dans le cadre de la sous-traitance, on veut faire du Congolais un entrepreneur. Ça, ce sont des grands challenges aujourd'hui du secteur de mine. Même quand vous suivez les thématiques développées ici au DRC Mining, tourne autour de ça. Comment faire en sorte que nous puissions avoir une classe d'opérateurs miniers congolais dignes de collaborer avec l'extérieur. Jusqu'à présent, posons-nous la question, un siècle après, il n'y a pas un opérateur minier congolais digne de l'être. Et pourtant, il y a des Congolais qui ont plus de millions, plus de milliards que certains opérateurs miniers que nous applaudissons ici. Vous voyez que vous avez l'argent en tant que Congolais, vous investissez à l'extérieur et l'extérieur vient investir chez vous. Et c'est ça la grande, le paradoxe congolais.
Le paradoxe congolais, comme aujourd'hui le Nigeria a réussi à contourner cette situation, c'est de faire en sorte que s'il y a un opérateur économique extérieur qui vient investir au pays, qu'il collabore avec un opérateur économique nigérian. Imaginez, moi, Dangote, milliardaire reconnu à travers le monde, je vais négocier une exploitation ou un investissement avec les Émirats, par exemple. Et que toi, ministre, tu vas négocier le même contrat avec un opérateur émirati qui a plus de crédibilité que l'autre. C'est l'opérateur économique parce que lui maîtrise son milieu et qui se fait des millions, ce qui signifie les autres lui font confiance. Pourquoi pas chez nous? C'est ça le grand challenge du secteur de mine aujourd'hui. Nous devons nous retourner vers là. Les nouvelles dispositions du code minier de 2018 ont ouvert des brèches. On appelle sous-traitant, c'est un opérateur économique de nationalité congolaise qui travaille au compte d'une entreprise minière. Nous savons très bien que le secteur minier est industrialisant. C'est-à-dire autour du secteur minier, on peut créer, à l'époque, vers les années 60, lorsqu'on reprenait un peu l'exploitation minière de l'Union minière du Haut-Katanga, on était à combien? Plus de 3500 entreprises installées produisant au Congo. On avait fait des Likasi, les technopoles de l'industrie minière. C'est parce que là, c'est là où on produisait. C'est là où il y avait l'industrie chimique. On produisait l'acide, le chaud et tout le reste, les explosifs. On avait l'atelier central de Mpanda, qui était l'atelier de maintenance mécanique. On avait l'atelier central d'électricité pour la maintenance électrique. Tous les barrages que vous avez ici au Katanga sont des barrages nés de l'exploitation minière, voire même toutes les villes. Kolwezi, Likasi, Lubumbashi, Kipushi, Kambov, toutes les grandes villes que vous connaissez aujourd'hui dans le Katanga, ou l'Olabé au Katanga, sont nées de l'exploitation minière. Et l'ambiance que vous avez ici aujourd'hui, qui démontre une certaine prospérité au sens où quand même on commence à connaître des embouteillages dans les rues de Lubumbashi, de Likasi et de Kolwezi, elle résulte de la solvabilité de l'argent créé par les mines. Mais là, c'est ce qui apparaît. Il y a beaucoup de faits quand même qui montrent que quand même les Congolais gagnent. Mais ce n'est pas ce qu'il fallait gagner, en fait. Fondamentalement, l'industrie minière est polluante de par sa nature. Imaginez, on va tirer, quand on vous dit par exemple qu'on travaille sur le cuivre de 1 gramme. C'est-à-dire, lorsque vous avez 1 kilo, c'est 0,01% de cette terre-là qu'on a besoin. Aujourd'hui, on tourne autour de 3 millions de tonnes de cuivre extrait. Ce qui signifie que c'est un gros volume de terre qu'on extrait, qui perturbe l'écosystème, qui perturbe l'habitat, qui perturbe tout. Et c'est pour cela, quand vous lisez très bien le code minier, les dispositions environnementales sont vraiment très élevées. On paie une caution, on paie ceci, on est en mesure de suivre cela ou ceci. Mais le grand problème, comme je l'ai souligné au départ de mon émission, c'est la gouvernance. Ici, il y a des disputes aujourd'hui entre qui est leader entre la direction de protection de l'environnement minier et l'agence congolaise de l'environnement. Est-ce que nous avons réellement des inspecteurs équipés du matériel adéquat pour faire des contrôles sur le plan environnemental dans le secteur minier? Il y a plusieurs dilemmes. J'ai connu un cas au niveau de Fongoromé. Un village prétend que l'usine installée là-bas pollue. Mais l'entrepreneur sort ses bulletins. Il dit, regardez mes bulletins, ce qu'ils me disent. Que ce que vous prétendez être le fait de mes activités ne le sont pas. Je ne trouve pas de lien entre ce que vous vivez comme épidémie avec la proximité à mes activités. Qui devait trancher un tel cas? C'est l'agence congolaise de l'environnement ou c'est la direction provinciale de l'environnement minier. Mais quel est l'équipement, quel est le niveau d'analyse que cette direction de l'État peut faire pour contrebalancer les dires de l'entreprise? Voilà le problème. Nous avons beaucoup contribué
à l'amélioration d'abord de la compréhension, de la sensibilisation et de la mobilisation des communautés en rapport avec la notion et le concept du cahier des charges. Nous en avons produit même un guide sous le label du Centre Carter pour montrer que voici les étapes aujourd'hui qui sont considérées comme un modèle pour suivre. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais pendant 10 ans acteur, secrétaire technique du cadre de dialogue sur la responsabilité sociétale des entreprises, dans lequel nous avons produit ce qu'on appelle les guides sur la responsabilité sociétale des entreprises. Les éléments liés vous montrent que nous sommes actifs, nous suivons, nous dénonçons. Mais c'est au-dessus de nous l'autorité qui est censée chapeauter. Aujourd'hui, la notion, le suivi même du cahier des charges, il est mis sous la responsabilité d'une commission qui est mise en place, qui en a fait la vulgarisation, pour montrer à cela comment suivre un cahier des charges. C'est un contrat social. Dès le départ, l'État dit, avant toute chose, ayez un contrat social avec la communauté. C'était inscrit dans ce qu'on appelle les études d'impact environnemental et social du projet, dans lequel on avait le plan de gestion environnementale et sociale du projet, dans lequel on avait le plan de développement durable du projet. Aujourd'hui, ce plan de développement durable du projet est commué en une bonne partie en cahier des charges, où nous signons avec l'entreprise pour dire, voilà, les communautés savent les critères et les éléments à suivre par rapport à tous ces éléments. Ça, c'est très important, ce sont des avancées. Qui lui ont fait naître tous ces éléments? C'est la société civile. Moi, j'ai participé à la révision du code minier de 2018, mais dont les réunions ont eu lieu en 2012 au centre Nganda. Le versement direct aux communautés. Nous avons dit, ça fait quand même 18 ans ou 12 ans aujourd'hui. Hier, c'était en 2012, que on collecte la redevance minière. La loi montre la répartition qui est mobilisée par les trésors publics, mais dont le ministère des Finances devait faire la rétrocession. Ça n'a jamais eu lieu. Donc comme ça n'a pas eu lieu, verser directement. On a commencé à verser. Mais on a commencé à verser à qui? Aux ETD non préparés. Pourquoi? Parce que le mécanisme de décentralisation ne sont pas arrivés au niveau local. C'était des ETD en général, c'était des oubliés de l'administration. Il n'y avait ni comptabilité, ni quoi, ils recevaient ce qu'ils recevaient. Le tout pour eux, c'est recevoir seulement les rapports ou envoyer les rapports à peu près sécuritaires par rapport à son état qui le concernait. Les ETD se considéraient comme irresponsables en matière de développement social local. Aujourd'hui, ils se sentent responsabilisés. Grâce à quoi? Grâce au versement de la redevance minière. Au fait, quelque part, ce qui a manqué aux politiques de faire achever la décentralisation au niveau local, grâce au versement de la redevance minière, cette lumière est ressortie. Aujourd'hui, si vous visitez certains ETD, vous voyez que ils sont mieux organisés que certains ministères. Grâce à quoi? C'est nous qui avons décrié. Vous versez des millions à quelqu'un qui n'a jamais reçu, qui ne connaît même pas l'odeur des millions. On a eu à causer au départ là avec certains responsables des ETD. Je n'ai jamais touché 10 000 $. On m'a mis 10 000 $ dans une enveloppe. Qu'on n'a même pas versé dans le compte bancaire parce qu'il n'a pas de compte bancaire. Qu'est-ce que j'en fais? Je pose la question. On a introduit la notion de plan local de développement. C'est pour pallier à cela. Ils ont reçu beaucoup de renforcement des capacités en rapport avec cette question de cahier des charges, en rapport avec cette question de redevance minière. Aujourd'hui, nous sommes encore en discussion, 3 ans, 4 ans après, pour comment gérer la dot. Il y a certaines entreprises qui respectent, d'autres qui ne respectent pas. Ce n'est pas la faute des entreprises, mais c'est l'interlocuteur. Le conflit actuel où on veut qu'une part de cette dot soit versée au compte du ministère, du fonds pour la promotion des services sociaux. C'est ça la grande discussion qui bloque dans beaucoup de cas. Je ne suis pas moraliste. Êtes-vous d'accord? Je ne suis pas politicien. Je suis économiste. Et une notion fondamentale de l'économie,
Une notion fondamentale de l'économie, c'est la compétitivité. Il n'y a pas de cadeau en économie. Il y a les capacités à capter. Je vous ai parlé de local content. Je vous ai parlé de la sous-traitance obligatoire aux entreprises à capitaux congolais. Pourquoi nous ne parvenons pas à sortir? J'étais dans une entreprise. Ils me disent qu'ils génèrent 1 milliard d'affaires par an. 1 milliard. Dans ces 1 milliard, il n'y a que 250 millions qui sont captés par les entreprises à capitaux congolais. Ce qui signifie que 750 millions sont captés ailleurs. Nous sommes bien disposés à accueillir et à intégrer davantage des Congolais aux capitaux pour faire ça, pour prendre ça. Est-ce que l'environnement dans lequel nous vivons favorise-t-il les Congolais à capter ces millions, ces milliards générés par le secteur de mines? Si l'environnement pas socio-politique, socio-financier, ne favorise pas les Congolais à capter, parce que ça exige une forte capitalisation de part. Lorsqu'on vous donne un marché de génie minier dans un site minier, c'est que vous devez investir au minimum plutôt 50 millions. Au départ, est-ce qu'il y a le circuit financier qui est derrière? Il n'y en a pas. C'est ça les grands problèmes. Aujourd'hui, c'est un challenge. Mettons en place un circuit financier qui permet à ce que les Congolais puissent aller challenger, capter davantage de l'argent du secteur de mine. Tout ce que nous recevons aujourd'hui, excusez-moi le terme, c'est comme de l'aumône. Cahier des charges, c'est de l'aumône. 0,3 c'est de l'aumône. Autre quoi, c'est quoi encore? Le versement de la redevance minière, c'est presque de l'aumône. Mais nous désirons être des acteurs qui soutenons l'activité minière et qui profitons de l'activité minière. Sinon, nous reviendrons à la question que vous posez, qu'est-ce que gagne? Que gagne-t-on? On gagne. Parce que de là où nous venons et là où nous sommes aujourd'hui, il y a des écarts incroyables. Et nous devons ouvrir l'œil et le bon. C'est ça le challenge que ça nous donne. Ça nous donne en fait que le Congolais soit lui-même investisseur dans ces mines. Ça nous donne le fait que le Congolais soit entrepreneur dans ces mines. Que ça nous donne le challenge de faire que le Congolais doit créer un circuit financier, pas bancaire. Ok, les banques, nous en avons, les banques commerciales, ce n'est pas du genre comme ça. Nous aurons besoin bien sûr de banques qui favorisent les Congolais, mais nous avons besoin d'un circuit financier, des banques d'investissement, qui font qu'en sorte que lorsque vous avez un marché de 300 millions, 400 millions, vous allez les présenter pour dire que j'ai besoin de 50 millions, de 150 millions. On vous mobilise, on vous dit, bon, vous allez amortir ces 50, ces 100 millions dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Voilà le fait de grande question. Le mot de la fin, c'est remercier Géopolis de nous donner, nous sommes des observateurs et activistes économistes, c'est rare. Quand je suis avec les activistes de la société civile, on me dit toujours maître, non, je ne suis pas maître. Ok, qu'on demande davantage des économistes puissent se mobiliser pour faire en sorte que le Congolais puisse être maître de son économie. Et tel est le combat, et cette opportunité que le groupe Géopolis m'offre est intéressante et que le débat est lancé pour faire en sorte que demain nous ayons des opérateurs économiques miniers congolais d'origine, des pères et des mères comme on aime le dire, que nous ayons des investisseurs congolais des pères et des mères, que nous ayons effectivement une sous-traitance contrôlée par des Congolais des pères et des mères. Je vous remercie.